c'est une épreuve de laisser sa femme comme ça et un enfant derrière ou C'est une épreuve surtout pour elle. Oui. À l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons maintenant. Elle entendait bien vaguement à la télévision. Elle était inquiète, mais sans trop savoir ce qui se passait, donc c'est difficile pour elle. J'avais pas très peur de mourir moi-même. En tant que croyant surtout, plus sérieusement, on se dit, si je meurs, moi je rencontre le Seigneur, c'est un bon moment. Mais l'idée de laisser ma femme et ma fille seules dans le désarroi, le deuil, etc. Il ne faut pas que je meure pour les miens. C'était un immense drame personnel, conjugal, familial. Et puis surtout une interrogation, un cri vers le Seigneur, Seigneur, dans cette création qui est si belle, pourquoi la maladie tombe sur une jeune fille de 17 ans et la tue ? Parfois, alors que nous traversons un désert dans notre foi, les mots d'un proche au sujet de son expérience de foi résonnent au cœur de notre propre parcours et nous inspirent. Dans ce podcast, vous découvrirez des gens ordinaires partager l'extraordinaire de leur rencontre avec Dieu, les défis qu'ils ont surmontés et les grâces qui ont transformé leur vie. Bienvenue dans Mon expérience de Dieu, le club. Bonne écoute. Bonjour Éric Margaille, ou plutôt devrais-je dire mon général. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre carrière, alors par les étapes par lesquelles vous êtes passé à la Légion? Je m'appelle Éric Margaille, j'ai 65 ans, j'ai fait 40 ans environ dans l'armée de terre et je suis maintenant retraité depuis quelques années. J'ai fait un parcours militaire, je dirais classique d'officier, j'ai fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et ensuite, j'ai alterné, pendant la première partie de ma carrière, des temps de troupes à la Légion étrangère et des temps d'état-major ou de formation. Et à la Légion étrangère, j'ai donc, je dirais classiquement, fait les différentes fonctions, lieutenant, capitaine, commandant une compagnie, colonel, commandant un régiment. Et puis après, dans la deuxième partie de ma carrière, j'ai été général où j'ai eu un certain nombre de fonctions de commandement direct, de commandement de troupes ou de fonctions plus organiques. Alors pourquoi le choix de la Légion étrangère? C'est pas le choix le plus simple, il me semble. Hein, c'est Parce exigeant. que quand j'étais à la Flèche, puis à Saint-Cyr, la Légion étrangère, nous étions juste après Colvézi. C'était quelque chose qui semblait le top de ce qui pouvait se faire en matière militaire. Donc il y avait peut-être que je mettais la barre assez haut, une forme d'ambition, et peut-être un peu d'orgueil aussi, de dire je veux aller dans ces troupes-là qui me paraissent être ce qui se fait de mieux. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'on peut expliquer les choses. Alors, pour notre audience, qui est peut-être un peu moins familier avec les termes militaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà l'infanterie, qu'est-ce que c'est? Et alors, vous avez parlé de la Légion étrangère. Je pense que le nom rappelle un petit peu, évoque certaines choses à tout le monde, parfois des choses un peu différentes. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quel est le principe de la Légion Alors, l'infanterie, d'abord, l'infanterie, c'est la troupe qui, après une mise en place en véhicule blindé, en hélicoptère, en avion, en bateau, combat au sol au plus près de l'ennemi. C'est l'arme, comme on dit, des 300 derniers mètres. D'accord. Et donc, c'est souvent, dans une opération, dans une guerre, la présence de l'infanterie sur une position concrétise le succès de la mission. Les Américains, quand ils sont allés sur la Lune, ils ont posé un homme et planté un drapeau, concrétisant que c'est eux qui y étaient allés à ce moment-là. Voilà, l'infanterie, elle occupe le terrain. Oui. La Légion étrangère, c'est une troupe interarmes. Il y a de l'infanterie, de la cavalerie et du génie. Ce sont 10 régiments qui appartiennent à l'armée de terre et qui sont composés d'étrangers recrutés dans le monde entier. À la Légion étrangère, il y a 150 nationalités environ qui servent pour des contrats plus ou moins longs, 5 ans, 10 ans, un peu plus. Donc on en parlera peut-être plus tard, c'est une troupe extraordinaire, c'est une alchimie de gens venus du monde entier qui servent l'armée française et qui forment une troupe magnifique. Dans mon inconscient, avec mes connaissances, j'ai l'impression qu'à la Légion, on est quand même régulièrement déployé sur le front, peut-être un peu plus que d'autres corps armés. Alors, quand je suis arrivé comme jeune lieutenant, l'armée de terre n'était pas professionnelle, il y avait une poignée de régiments professionnels, la Légion étrangère et des régiments des troupes de marine, et tout le reste des régiments étaient des régiments de conscrits qui étaient très peu déployés. Ils l'ont été un peu dans les années, un peu au Liban et un peu dans les années 90 dans les Balkans. Donc, pour être déployé, il fallait aller dans les troupes professionnelles. D'où ce souvenir qui est juste, c'est que les troupes qui étaient déployées dans les années 80 et début des années 90, c'était les troupes professionnelles, la Légion étrangère et les troupes de marine.
Depuis la professionnalisation, maintenant tout le monde est déployé à son tour et il n'y a plus de différence je dirais, quantitative de tours de déploiement entre les uns et les autres. C'est quelque chose que vous cherchiez à l'époque, d'aller sur le front, de voyager? Oui, oui, parce que quand on est soldat, qu'on s'entraîne, qu'on va au champ de tir, qu'on manœuvre, qu'on crapahute, comme on le dit, ben on a envie d'aller voir comment c'est pour de vrai. Même si là aussi, il y a une part un petit peu de prétention peut-être, et puis on ne se rend pas compte que c'est un peu... Mais on a envie d'aller voir comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter alors du coup la première fois que vous avez été emmené sur le front, aller sur le terrain? Oui, la première fois, c'était ma première année de lieutenant. Donc ça s'est fait rapidement. Oui, ça fait rapidement. J'étais jeune lieutenant au 2e régiment étranger d'infanterie, donc j'étais en garnison à Corté. Et mon régiment, dans le cadre de sa brigade, a été projeté pour plusieurs mois à Beyrouth, dans la force multinationale de sécurité sur Beyrouth. Donc nous étions déployés sur des petits postes de section dans Beyrouth. Donc moi j'ai commencé chez les Palestiniens à Shatila. La caractéristique, c'est qu'en fait, comme on était sur des petits postes, j'étais seul avec mes légionnaires. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais le plus jeune de ma section, dans un environnement agressif, et donc c'est une expérience très forte. Alors, peut-être pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu le principe de la Légion étrangère, parce que c'est pas anodin. C'est des personnes qui peuvent acquérir la nationalité française, mais qui viennent un peu partout dans le monde, c'est ça? Alors, acquérir la nationalité française, c'est pas tout de suite. Les légionnaires viennent d'environ 150 pays du monde, viennent frapper en France à la porte de la Légion étrangère, subissent un certain nombre de tests, etc., notamment qui visent à voir d'abord qu'ils sont en condition pour le service, et ensuite qu'ils ne traînent pas derrière eux des travers, un passé ou des travers inacceptables. D'accord. Bon, à la Légion, il y a des gens qui ont fait quelques bêtises, mais il faut pas, la Légion n'engage pas des gens qui ont fait des crimes de sang ou des turpitudes inacceptables. Ensuite, ces jeunes vont au régiment d'instruction de la Légion étrangère à Cassinodari, où pendant 4 mois, ils apprennent 3 choses. Ils apprennent à parler français. Ils apprennent la vie en collectivité et des rudiments du métier de soldat. Mais surtout parler français et vivre en collectivité. C'est la clé. 4 mois, c'est exigeant. C'est exigeant, mais ça marche assez bien. Et les jeunes légionnaires qui arrivent après la remise du képi blanc et après avoir récité le code d'honneur du légionnaire, où ils promettent de servir avec honneur et fidélité, arrivent dans les régiments, baragouinent le français, parce qu'il y en a quand même qui viennent, le chinois ou le péruvien, ils ont un peu de mal, hein, mais bon, ils baragouinent le français, et ils ont appris à se respecter les uns les autres, à vivre en collectivité. Et ça, c'est une belle martingale. On peut faire vivre des gens venant d'horizons différents ensemble, à condition qu'ils respectent les règles, dont la première est de parler français et de respecter les règles de la vie en collectivité. Alors comment on s'y prend en 4 mois pour fédérer des personnes qui viennent de... Les gens vivent ensemble, ils vivent ensemble toute la journée, la nuit, et puis il y a un encadrement avec une pédagogie adaptée, faite de sévérité et de bienveillance, équilibre comme un père de famille, sévérité et bienveillance, et essayent de faire avancer ce beau monde, et ça marche bien. Et puis c'est 4 mois assez intensifs aussi, je crois savoir. C'est intensif. Forcément, ça rapproche. Et donc vous aviez, du coup, vous nous avez parlé de Beyrouth, et donc à Beyrouth, vous vous retrouvez avec des légionnaires qui sortent en fait après 4 mois directement? Non, parce que les jeunes légionnaires qui sortent d'instruction ne sont pas engagés en opération avant 1 an de service. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas complètement prêts à l'emploi, ils sont avant 1 an de service. Donc moi, je suis parti avec ma section, qui était une section dans laquelle il y avait des gens de tout type d'ancienneté. Mon adjoint était un ancien officier de Marines, qui avait été au Vietnam. Et il y avait des légionnaires assez jeunes, des légionnaires de toute ancienneté. Donc, c'est ça qui fait la force d'une section, c'est qu'il y a des gens de tout type d'ancienneté, toute expérience, notamment beaucoup qui ont des expériences militaires d'autres pays, voire des expériences guerrières d'autres pays. Ça, c'est précieux.
Et alors du coup, quand vous êtes déployé à Beyrouth, vous laissez en France Caroline et déjà votre premier enfant? Mon premier enfant, ma fille aînée, Marie, qui était née quelques mois plus tôt. Oui. C'est une épreuve de laisser sa femme comme ça et un enfant derrière ou c'est... C'est une épreuve surtout pour elle. Oui. Surtout pour elle. À l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons maintenant. Et elle ne savait pas trop ce qui se passait. Elle entendait bien vaguement à la télévision, parce que c'était chaud en pleine guerre civile en 1983 à Beyrouth. Et donc, elle était inquiète, mais sans trop savoir ce qui se passait. Donc, c'est difficile pour elle. Et pour moi, c'est l'occasion de parler d'une chose, c'est la question de la mort par rapport à la vie militaire. Forcément, quand on se rapproche de la mort, peut-être la sienne, celle des autres, et puis surtout celle de tous les braves qui sont morts dans la guerre dans laquelle on est engagé, on se pose la question de sa propre mort. Et moi, je parle de moi parce que c'est une histoire très personnelle, la mort, j'avais pas très peur de mourir moi-même. Parce que je me disais, bah, la mort, alors c'est un peu, là aussi, c'est un peu vaniteux. C'est dû à l'âge, vous pensez parce que Comment? C'est dû à l'âge, Oui, c'est dû à l'âge, parce que quand on est jeune, on n'a pas envie de mourir, mais on se dit, si je meurs, je vais être un héros dont une promotion de Saint-Cyr portera le nom, donc il y a un petit côté... Mais en tant que croyant, surtout, plus sérieusement, on se dit, bah, si je meurs, ben, moi, je rencontre le Seigneur, c'est un bon moment. Mais l'idée de laisser ma femme et ma fille seules dans le désarroi, le deuil, etc. Ça, c'est une idée qui m'a toujours, tout au long de ma vie, été très dure. Ça, en disant, non, il ne faut pas que je meure pour les miens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 9 enfants. Oui. Donc, et c'est quelque chose qui s'est intensifié avec le temps, c'est cette peur de laisser derrière vous une grande famille, ou c'est quelque chose au contraire avec lequel Caroline et vous avez accepté et petit à Non, petit... parce que d'abord, au fur et à mesure de ma montée en responsabilité, j'étais moins exposé directement. Donc là, même si parfois il peut y avoir des moments risqués, mais moins exposé que mes subordonnés. Et puis, peut-être j'avais apprivoisé cette idée. Donc, non, ça ne m'a pas tracassé. La mort, finalement, s'est initiée au sein de votre famille, mais pas de là où vous l'auriez anticipé. Je pense savoir que vous avez perdu Virginie, votre seconde fille. Comment est-ce que vous avez traversé cette épreuve avec Caroline, tout en étant à la fois parfois à l'étranger et puis à la maison? Alors, c'était une période où j'étais assez peu absent. J'étais au début, quand Virginie est tombée malade, je servais au commandement de la Légion étrangère au Bagne, où j'avais un poste sédentaire pendant une paire d'années. Et ensuite, j'ai été muté à l'état-major de l'armée de terre à Paris, boulevard Saint-Germain à l'époque, où là aussi j'étais relativement sédentaire, quelques missions. Donc, il n'y avait pas cette difficulté en plus de partir. Mais sinon, je l'ai vécu douloureusement. Virginie a été malade sur une durée de 2 ans, avec des moments où les choses allaient mieux, des moments où les choses allaient plus mal. Et puis, après, elle a fini par mourir. C'était un immense drame conjugal, familial, personnel, conjugal, familial. Et puis surtout, une interrogation, un cri vers le Seigneur. Non, Seigneur, dans cette création qui est si belle, on admire la création, c'est magnifique, le corps humain est superbe, les montagnes, tout est beau, la mer, tout est beau, la végétation qui pousse. Et pourquoi quand vous avez conçu le truc, il y a des trucs qui ne marchent pas? Notamment des maladies qui tombent sur des gens auxquels on ne peut pas faire grief d'avoir une mauvaise hygiène de vie, d'avoir pris des risques inutiles. Pourquoi la maladie tombe sur une jeune fille de 17 ans et la tue? Voilà, et cette interrogation, je n'en ai pas encore la réponse. Ce sera une question que je poserai au Seigneur lors de mon entrevue avec lui le jour venu. Parce qu'en fin de compte, la mort, vous la côtoyez sur le terrain, mais ça ne prépare jamais à la perte d'un être proche. Non, c'est une question difficile. C'est pas la même mort. En particulier, je pense aux populations qu'on peut voir, des civils qui sont tués ou blessés. C'est pas le même rapport que des proches.
C'est comme ça, et c'est sans doute assez beau, assez sain, parce que quand on est engagé, il faut engager en opération, il faut faire attention de ne pas avoir un lien trop affectif avec, à rester très professionnel. Ça ne veut pas dire froid et glacial, ni cynique, mais ça veut dire rester très lucide et ne pas s'effondrer parce qu'on a vu un enfant prendre une balle. Parce qu'on doit rester calme, lucide et continuer à faire correctement le job. Et donc, sans doute qu'on se protège en mettant une vitre un petit peu. Donc, c'est pas le même genre de mort. Mais c'est délicat comme sujet. Pourquoi il y a cette différence? Est-ce que vous avez vu un avant-après dans votre carrière militaire, cet événement-là? Est-ce que c'était plus difficile de retourner sur le terrain? Non, non. Non, ça... Il y a eu un avant et un après dans ma vie personnelle, un approfondissement de la vie de foi avec mon épouse, un approfondissement, peut-être le mot est un peu fort, mais nature philosophique pour moi, réfléchir à la vie, la mort, mais pas de conséquences sur mon rapport à ma vie professionnelle. Vous avez 9 enfants, est-ce que vous avez l'impression que ça a aussi rapproché votre famille, qu'il y a eu aussi des fruits tout de même Ah bah oui, 9 enfants, c'est un cadeau du ciel. Ils sont tous plus adorables les uns que les autres. Ils sont tous mariés, avec presque tous, puisque celle qui va avoir un enfant, la dernière à avoir un enfant, c'est dans une paire de semaines à Marseille. Donc j'ai 22 petits-enfants. Wow. Donc ça, c'est une grande joie. On les voit souvent. Donc ça, c'est un cadeau du ciel. Et j'ai 4 gendres qui sont militaires. Ah ouais, j'allais juste Voilà, demander. donc ça, 4 gendres qui sont militaires. Donc j'ai 2 gendres qui sont médecins militaires, un gendre qui est officier de marine et un gendre qui est officier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à quelques centaines de mètres d'ici, puisqu'il est à côté du Châtelet. D'accord. Derrière Saint-Eustache. D'accord. J'avais encore 2 questions par rapport à la Légion. Peut-être, en fait, pour Monsieur Madame Tout le Monde, la Légion, nous, on le voit souvent lors des défilés militaires avec leur bel apparat. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu cette symbolique de la barbe, etc. Et alors aussi revenir un petit peu sur les différents endroits où vous avez été déployé. On a parlé de la Palestine, de Beyrouth, mais je crois savoir qu'il y a eu d'autres déploiements lors de votre carrière. Alors, j'étais pas en Palestine, j'étais chez les réfugiés palestiniens de Beyrouth, oui. Puisque c'est l'histoire des réfugiés. Bon, vous connaissez l'histoire de cette belle et malheureuse région du monde. Donc j'ai été déployé à Beyrouth, j'ai été plusieurs fois en Afrique, au Tchad, en Centrafrique à 2 reprises, au Gabon, par la suite comme colonel en Côte d'Ivoire. Et puis, je suis aussi dans la génération des Balkans. Les années 90, l'armée française a été en opération pendant plus de 10 ans dans les Balkans. Donc, j'ai été en Croatie, en Bosnie, à Sarajevo, et enfin, quand j'étais colonel, au Kosovo. Donc, voilà. Donc, dans la plupart, à chaque fois, avec des légionnaires. Moi, j'ai toujours cette image, la barbe, le tablier, c'est ça, la hache? Oui, alors la troupe qui ouvre le défilé du 14 juillet, ce sont les pionniers. Les pionniers, c'est encore comme ça aujourd'hui, mais pas dans cette tenue, c'est ceux qui ouvrent la route. C'est-à-dire qui coupent les arbres, qui enlèvent les obstacles et qui, le cas échéant, enlèvent les mines ou les pièges. Donc ça existe toujours. Mais les pionniers, ils sont plus avec une barbe et un tablier de buffle, ils sont avec des engins spécialisés, des drones. Voilà. Et donc ça date du 19e siècle, quand il fallait, en Indochine ou à Madagascar, ouvrir la route. C'était les pionniers qui étaient en tête. Alors ils avaient la barbe parce que... Pourquoi? J'en sais rien. Ils n'avaient pas le temps de se raser. Alors, vous avez quitté aujourd'hui le service actif, mais vous êtes toujours président d'une association, l'association Terre Fraternité Ado. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager un petit peu, on peut peut-être commencer par là, nous dire un petit peu quel est le but de cette association? Oui, alors l'association Terre Fraternité Ado, c'est une association, donc elle travaille comme toute association, avec des dons et de manière, je dirais,
selon la loi de 1905 de manière autonome. Son rôle, c'est de soutenir tous nos camarades et leurs familles de la communauté terre. La communauté terre, c'est l'armée de terre, plus des personnels interarmés qui travaillent autour de nous, le service de santé, le service des munitions, etc., un certain nombre de services. C'est de soutenir les blessés et leurs familles, les familles endeuillées, les veuves et les orphelins, et tous les membres de la communauté terre qui sont dans une difficulté sociale à un moment donné de leur vie, professionnelle ou après, pendant leur retraite, de les aider à repartir autant que possible dans la vie. Donc pour cela, nous collectons des fonds et avec tout un système dont je vous passe le détail, nous attribuons des aides à ces personnes pour qu'elles puissent s'en sortir. Est-ce que vous avez le sentiment que la guerre vous a fait prendre conscience des conséquences humaines justement sur les soldats et leurs familles? Et du coup, cette association que vous avez montée, est-ce que c'est un petit peu comme un devoir moral pour vous, une responsabilité presque envers ces familles, ces soldats que vous avez dirigés? J'aimerais beaucoup comprendre d'où vous êtes venu cette volonté de créer l'association. Pour être franc, je dirais que pendant une bonne partie de ma carrière, cette question des conséquences de l'engagement des soldats sur leur famille, ce n'est pas une question que j'ai beaucoup approfondie. Parce que j'aurais dû, peut-être, et puis parce que la vie était très trépidante. C'est-à-dire qu'on revient d'une mission, on enchaîne sur un entraînement, sur une formation, on repart sur une autre mission. Donc le temps est un peu compté, ce qui n'est pas une très bonne excuse. Bien sûr, aux occasions où il y avait des camarades qui pouvaient être tués ou blessés, on avait des moments de proximité avec leur famille, et peut-être on pouvait se poser un peu la question, mais pas trop, honnêtement. Et puis peu de temps avant de quitter le service actif, j'ai été approché par mon prédécesseur à la présidence de Terre Fraternité, qui m'a proposé de prendre sa suite. J'ai accepté, et en fait c'est là que j'ai bien pris conscience, notamment en fréquentant les blessés, leurs familles, en fréquentant les familles endeuillées, que j'ai pris conscience de ce qu'était ce monde, de ce que vivaient ces gens et des besoins qu'ils avaient. Et ça m'a vraiment donné un grand enthousiasme pour les aider. Enfin, les aider, c'est pas moi qui les aide. Moi, je suis qu'un entremetteur entre des généreux donateurs et des gens que l'on aide à progresser, à repartir dans la vie. C'est quoi je pense que savoir que vous avez une devise assez marquante justement dans cette association, c'est on ne laisse jamais un oui, gendarme... ne laisser personne au bord de la route. Oui. Alors c'est une grande ambition parce que la crainte qu'on peut avoir, c'est de voir un ancien soldat qui est SDF parce que personne ne s'est occupé de lui et que personne ne le connaît plus. Donc voilà, on veille à ce que ça ne se produise pas, ou d'avoir des familles pauvres que personne n'aide. Par exemple, dans les familles endeuillées que mon association soutient, il faut savoir qu'un tiers des veuves sont sous le seuil de pauvreté. Parce que les conjoints de militaires, souvent, n'ont pas pu, du fait des caractéristiques de la vie militaire, la mobilité, des garnisons où il n'y a pas d'emploi, des petits bleds perdus ici ou là. Donc, pas d'emploi au moment du veuvage. Le salaire la pension de reversion, c'est-à-dire la moitié du salaire, ça ne fait pas forcément grand-chose. Hein. Mettons un sous-officier qui gagnerait 2500 €, ben la moitié, ça fait 1200. Et donc, il y a un vrai besoin d'aider ces gens-là et de ne pas les laisser sur le bord de la route. Et donc, de leur faire une aide d'urgence et ensuite de s'occuper de ces gens-là sur la durée, et en particulier de s'occuper des orphelins. L'association que je préside finance les études d'une petite centaine de boursiers. Je lisais 1200 blessés accompagnés, 1000 orphelins. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui l'armée fait suffisamment pour toutes ces familles? Alors, l'aide à ces familles, à ces personnes et ces familles est faite par trois acteurs. Il y a l'État. L'État s'occupe des gens, le mot « gens » n'est pas péjoratif dans ma bouche. L'État s'occupe de ceux qui sont morts, les familles de ceux qui sont morts ou
ou de ceux qui sont blessés et leurs familles pour cause liée au service. Maintenant, quelqu'un qui meurt ou qui a une blessure pour une cause autre liée à sa vie ordinaire n'est pas couvert par l'État. C'est là qu'arrive le deuxième acteur, c'est le système assurantiel. Le système assurantiel, c'est sur la base du volontariat, on s'assure comme on veut. Alors il y a des obligations de s'assurer dans la vie militaire, mais les couvertures ne répondent pas forcément à tous les besoins, même si elles font du bon boulot. Et ensuite il reste les choses pas couvertes, les situations pas couvertes, et là c'est le rôle de l'associatif. Je vais prendre quelques exemples très simples. L'État, par exemple, couvre les prothèses fonctionnelles des gens qui sont amputés. Mmh. Maintenant, quand quelqu'un qui est amputé veut s'engager dans le sport tout court et le sport de haut niveau, eh bien, l'État ne lui rembourse pas forcément sa prothèse de sport qui coûte très cher, ou son vélo adapté à son handicap. D'une autre manière, j'ai parlé des études des enfants. Tous les enfants ne sont pas boursiers. On peut aussi évoquer des aides. J'ai un partenariat avec un organisme qui s'appelle l'IGESA, l'Institution de gestion sociale des armées, qui est une espèce de comité d'entreprise, même si la comparaison pourrait être affinée, des armées. Eh bien, nous avons un partenariat pour aider des familles endeuillées ou des familles blessées à aller passer des vacances ensemble pour contribuer à leur reconstruction. L'IGESA fait des prix et nous payons le reste. C'est pas l'État et c'est normal que ce soit pas l'État qui paye des vacances à des gens qui sont même s'ils sont dans la difficulté. Et du coup, dans tous ces blessés, est-ce que vous voulez par exemple, nous partager peut-être un soldat qui vous a marqué récemment, un petit peu pour que nos auditeurs puissent un peu se rendre compte ce que ces soldats traversent en fait après avoir vécu le pire sur le front? Mais ils traversent un long parcours. Je ne vous donnerai pas d'exemple personnel parce que ça les engagerait eux. Et généralement, ils souhaitent, dans le cadre de leur reconstruction, ils souhaitent essayer d'être le plus normaux et être le moins l'objet de mise en valeur possible. Mais ils traversent un très long parcours. Et ils ont le parcours de soins, d'abord, qui peut durer très très longs mois, le soin pour retrouver une forme de santé. Ensuite, ils ont un parcours de reconstruction qui passe beaucoup par le sport. Donc là, je peux raconter des souvenirs collectifs. Je suis allé, il y a quelques semaines, dans les Alpes de Haute-Provence, à Beuil, un poste de montagne qui se trouve là-bas, où il y avait un stage de reconstruction. Et donc là, j'ai passé 24 heures avec des blessés qui ont passé une semaine et qui font de différentes activités de la marche en montagne, etc. J'ai fait un petit peu de ski de fond avec eux et un certain nombre de spécialistes, d'experts viennent les aider à se reconstruire, à envisager la suite de leur vie. Ça, c'est le parcours de reconstruction. Et ensuite, il y a le parcours de réinsertion professionnelle, soit dans l'armée, soit quand ils ne le peuvent pas, dans la vie civile. Donc c'est un très long parcours. Mais puisque vous demandez des témoignages, moi je suis toujours frappé par le courage de ces gens qui veulent repartir, courage avec des gens qui sont très lourdement touchés pour certains, des blessés physiques ou des blessés psychiques qui sont très, très lourdement frappés, qui veulent repartir. Donc ça c'est frappant et c'est une belle leçon de vie, une très belle leçon de vie. Votre implication dans l'association, est-ce que c'est un petit peu votre manière à vous de garder un pied dans l'armée, même à distance? Oui, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas choisi, mais je suis très content de mon sort parce que ça m'a permis comme je le disais tout à l'heure au preneur de son, ça m'a permis de tricher un peu. Vous savez, après 40 ans dans l'armée c'est un métier que l'on aime viscéralement. Hein. Et donc après 40 ans, on n'a pas très envie de partir. Et partir, c'est un moment, à l'adieu aux armes, c'est un moment difficile. Et donc là, j'ai gardé un pied dans la porte parce que je fréquente l'armée de terre, le commandement de l'armée de terre, les régiments, les écoles. Je fréquente les militaires de l'armée de terre
soit blessés, soit qui s'occupent des blessés. Et donc, je trouve ça bien sympathique. Ça me permet comment dirais-je, j'ai pas eu ce départ brutal qu'ont certains de mes camarades. On ne manquera pas de mettre l'ensemble des informations dans la description dans tous les cas. Si vous voulez faire un don, soutenir l'association Terre Fraternité Ado ou simplement en apprendre un peu plus, eh bien, vous trouverez toutes les informations. Je vous remercie, dans la description. de nous faire cette information. Vous avez parlé de la Légion étrangère. Je crois comprendre que c'est une grande famille d'individus, comme vous l'avez très justement dit, venus un petit peu de partout dans le monde. Est-ce que vous avez l'impression que cette famille vous a forgé? Oui, complètement. Cette famille m'a forgé. La Légion étrangère, c'est une troupe très fraternelle, une troupe très sérieuse, avec un culte de la mission et de l'accomplissement de la mission jusqu'au bout. Et c'est une troupe qui a toujours cultivé, depuis qu'elle a été créée en 1831, un certain nombre de valeurs, notamment de respect de la parole donnée, très fort, dont le but originel est d'amalgamer ces gens venus de partout et qui est devenu intrinsèque à sa culture. Donc moi, quand je suis arrivé comme jeune lieutenant à Corté, en Corse, j'étais je crois le plus jeune de ma section. Tous mes subordonnés étaient plus vieux que moi. Et ces caractéristiques que je viens d'évoquer m'ont porté, m'ont formé, ont été exigeantes pour moi et m'ont aidé à me construire comme officier et comme homme. Alors, vous êtes né en Algérie, on l'a dit plus tôt. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cet engagement militaire en fin de compte? Alors, je suis né en Algérie parce que mon père, qui était pilote dans l'aviation légère de l'armée de terre, était en garnison à Sidi Bel Abbès, en Algérie, au moment de ma naissance. Je suis donc fils d'officier, donc j'ai suivi la vie militaire de mon père. Peut-être d'où vient une vocation, c'est difficile de le dire. Peut-être j'ai quelques souvenirs qui me reviennent. Mon grand-père maternel, Lorrain, blessé au chemin des Dames en 1917, m'emmenait quand j'étais enfant à des cérémonies patriotiques à Lunéville. Alors peut-être que là, il a planté une petite graine. Et beaucoup plus tard, quand j'avais peut-être 12 ou 13 ans, mon père, en garnison en Allemagne, à Villingen, en Forêt-Noire, m'avait emmené un jour à l'embarquement du régiment sur des trains pour partir en exercice. Et je me rappelle cette activité sur le quai, la ruche, les blindés qui embarquent. Et bon, voilà, c'est le genre de choses qui peut-être plantent des graines qui se développent plus tard. Mais c'est difficile de savoir d'où vient une vocation. En tout cas, elle était là et je l'ai suivie. Avec Caroline, votre épouse, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce choix d'avoir une famille aussi grande et comment vous le viviez au quotidien? Alors, d'abord, mon épouse, Caroline, je l'ai connue quand j'étais en prépa à La Flèche. Je suis très fier de l'avoir connue en prépa parce qu'elle a fait un pari sur moi. Elle ne m'a pas épousé après que j'ai réussi le concours. Donc pareil qu'il s'est avéré gagnant. C'est avéré gagnant. J'ai connu Caroline à La Flèche et nous sommes mariés quelques années après, à la fin de 3 ans après. Nous sommes mariés 3 ans après. Alors, le choix d'avoir une famille nombreuse, en fait, c'est pas le choix d'avoir une famille nombreuse, c'est l'ouverture à la vie et aux enfants. Oui. Puis après, les enfants viennent et on se rend compte qu'on en a eu 9. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Voilà. Et ça a été souvent une surprise et toujours une joie d'avoir. Voilà, j'ai 8 filles et un garçon. Le garçon étant au milieu des enfants. D'accord. Et donc le cadet à quel âge, juste pour préciser un petit peu, donc votre plus grand est... Alors, mon aîné est né en 1982. D'accord. 83, et ma plus jeune est née en 1998. D'accord. Je voudrais revenir un petit peu sur, parler un petit peu de votre foi. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez grandi dans une famille catholique ou c'est quelque chose qui est venu plus tard, ou qui est venu peut-être avec Caroline? Moi, je pense que je suis dans un milieu assez représentatif de l'époque. Je suis né en 1959, donc mon enfance dans les années 60. Ma vie de foi a surtout été initiée par les femmes. J'étais d'un milieu où les femmes pratiquaient et les hommes moins, ou peu.
tout en ayant un grand respect pour ces hommes de l'institution religieuse et des grands rendez-vous, les fêtes de famille, enfin les grands rendez-vous sur la messe liés à des fêtes de famille ou aux fêtes liturgiques, les grandes fêtes liturgiques. Les hommes étaient là avec un grand respect pour je dirais, l'aspect rituel de la vie religieuse. Les femmes qui ont compté pour ma vie de foi, c'est ma grand-mère, ma maman, ma femme et les catéchistes. Ça, c'est... voilà, et j'étais donc dans un milieu où, avec ma maman, on allait à la messe le dimanche. Et j'ai eu des catéchistes qui m'ont fait un catéchisme intéressant. Je n'ai pas le souvenir de beaucoup de développement à caractère théologique sur les concepts, etc. En revanche, j'ai un souvenir assez fort. Quand je creuse, je retrouve un souvenir assez fort d'une bonne culture biblique. On m'a raconté tous les événements de la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, et j'ai trouvé ça précieux plus tard, quand j'ai commencé à creuser des questions plus intellectuelles ou théologiques, d'avoir assez correctement les repères de l'histoire biblique, de l'histoire de Dieu, de la révélation de Dieu aux hommes. À ceux qui pensent que être croyant et militaire, c'est peut-être incompatible, qu'il y a une certaine forme de dualité, comment est-ce que vous avez vécu votre foi au sein de l'armée? Alors, l'incompatibilité, j'imagine que parce qu'il y a des tas de métiers qui pourraient être incompatibles. Bon, l'incompatibilité, j'imagine que vous faites allusion à l'usage des armes. Oui. Bon, on peut aborder le sujet par plusieurs angles. Bon, d'abord, le Christ rencontrant un centurion, lui a pas dit « il pose les armes », lui a dit « contente-toi de ta solde ». Bon, c'est déjà un bon repère pour un soldat. C'est un bon repère pour un soldat. Ensuite, j'observe que la seule fois où on fait mention d'un métier pendant la messe, on fait mention du métier militaire. C'est juste avant la communion. C'est ce que le Christ a répondu. C'est ce qu'a dit le centurion. Ne dit qu'une seule parole et je serai guéri. Bon, donc je pense que les repères de l'Évangile par rapport au métier militaire sont assez solides. Maintenant, l'usage des armes. Ici, on est dans un endroit qui s'appelle le fond du bien commun. Le bien commun, c'est quand même la paix et la vie en sécurité de nos concitoyens. Cette paix et cette vie en sécurité de nos concitoyens, il faut la défendre par les armes ou par la menace de l'emploi des armes face à des gens qui, sinon, viendront nous tuer, nous conquérir notre paix, notre prospérité, et ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, on pourrait aller plus loin dans la théologie de l'emploi des armes, mais c'est une question. Alors, en fait, on peut en faire une question théorique, c'est ce qu'on est un petit peu en train de faire là, mais je ne vais pas développer plus. Puis après, il y a des questions très pratiques, c'est la vie courante. Mmh. Alors d'abord, j'observe que quand on vit au quotidien avec des gens que l'on prépare, le cas échéant, à aller tuer d'autres gens au péril de leur vie, ça crée un lien très fort qui oblige. Et moi, je me suis, au fil de mes commandements, j'ai toujours beaucoup réfléchi à ma vie de chrétien dans ma manière de commander mes hommes. Être juste, bienveillant, faire grandir mes subordonnés. Alors, et ça, je dirais que plutôt qu'une contradiction entre le métier militaire, le métier des armes et ma vie de foi, j'ai vu une exigence pour mon métier, une exigence dans mon métier, et qui m'a beaucoup aidé, a beaucoup aidé avec parfois des grandes difficultés. Être juste, par exemple, quand on punit, c'est difficile parce que punir, c'est comme juger, un juge. On n'a pas toujours tous les éléments, ou on a des éléments qui sont partiels, et donc quand on prend sa décision, on n'est pas toujours sûr de son coup, et parfois on se dit j'ai pris telle décision, était-elle bonne, était-elle juste? Donc, que ce soit d'ailleurs pour punir, ou pour promouvoir, ou pour orienter quelqu'un vers un stage, une nouvelle fonction.
on pèse, on essaye d'être juste et et c'est très difficile. C'est pas une science exacte. Donc, mais ça, et il m'est arrivé donc forcément de confier ça à l'Esprit Saint en disant bon ben là, c'est un peu compliqué. Il faudrait un petit peu me donner un coup de main pour juger correctement, pour prendre une décision correctement. Est-ce que vous avez l'impression que d'avoir été sur le terrain, d'avoir côtoyé ces hommes-là, ça a justement renforcé votre foi? J'aimerais un peu comprendre l'effet que ça a d'être au plus proche de situations parfois dramatiques. Est-ce que ça éloigne du Christ? Est-ce qu'on se dit c'est pas juste de voir toutes ces horreurs? Ou au contraire, ça réveille quelque chose en vous? Ça a plusieurs effets. Ça n'éloigne pas du Christ, mais ça fait se poser des questions lourdes sur l'homme et sur les excès, les travers épouvantables dans lesquels il peut tomber. En particulier, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, vous en avez cité une, mais au moins à 3 reprises dans ma carrière, je suis allé dans des guerres civiles, au Liban, à Beyrouth, à Sarajevo, en Bosnie, en Côte d'Ivoire. Dans les guerres civiles, des gens qui vivent ensemble, un jour, pètent les plombs et s'étripent mutuellement de manière épouvantable. Et là, c'est troublant. C'est troublant. Pourquoi Satan peut-il avoir tant de pouvoir sur des gens, et pas qu'occasionnellement, mais de manière... bon, ça pose ces questions-là. Et puis, mais d'un autre côté, de voir notamment la mort. Alors la mort que l'on peut donner, ou plus difficile encore, que l'on peut ordonner à ses subordonnés de donner, celle que l'on peut recevoir, et de manière symétrique, celle que l'on peut faire recevoir à ses subordonnés, et puis la mort que l'on voit, les civils, les personnes, les femmes, les enfants que l'on voit morts autour de soi. Ça pose beaucoup de questions sur la mort, sur l'au-delà, et là ça renforce plutôt la foi, je crois. On se dit, ben oui, nous sommes dans cette vallée de larmes, mais ça ira mieux après. Ça ira mieux après. Bon, si on peut y passer dans l'après sans être passé par trop de souffrance, c'est mieux, mais bon, la guerre existe depuis les 2 premiers hommes, Caïn et Abel. Hein, donc, c'est comme ça. Vous le voyez plus comme une fatalité alors? La violence de l'homme, c'est pareil, c'est pourquoi, dans la création, y a-t-il au fond du cœur de l'homme, de tous les hommes, et de certains qui développent ça de manière... pourquoi y a-t-il le mal? Alors, j'en discute de temps en temps, surtout là où j'ai un peu plus de temps, avec les prêtres. Je connais la réponse sur le péché originel, etc. Mais enfin, la réponse ne répond pas complètement à mes interrogations. Est-ce que vous avez vu des conversions justement dans vos rangs, dans les hommes que vous avez côtoyés? Je pense savoir qu'à l'armée, il y a notamment un diocèse et des prêtres aussi sur le terrain avec vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, je n'ai pas vu ou eu le témoignage de conversion directe de personnel qui était directement sous mes ordres. En revanche, je sais qu'au diocèse aux armées, il y a beaucoup de conversions et de baptêmes. Et j'ai assisté, il y a quelques années, au pèlerinage militaire international de Lourdes, à un moment extraordinaire. Ça se passe dans la grande basilique Saint-Pédis, qui contient plusieurs milliers de personnes. Et pendant donc ce pèlerinage, à un moment donné, il y a une grand-messe avec l'évêque aux armées, puisque nous avons un diocèse aux armées. Et là, il y avait cette année-là, peut-être 50 ou 80, je crois, baptisés, et un peu plus de confirmants qui montaient à l'autel avec leurs parrains qui les accompagnaient, et avec des choses étonnantes. Par exemple, j'ai vu un officier supérieur dont le parrain était un caporal-chef. Donc une inversion de grade. Le parrain était d'un grade subalterne à son filleul. Je trouvais ça très beau, très beau, et surtout ils étaient en très grande quantité. Ça, mais je n'ai pas de témoignage de conversion directe de personnes qui étaient avec moi. Eh bien, on arrive tout doucement vers la fin de cet entretien. Je voulais encore vous poser peut-être une question. On avait parlé de votre chemin de foi, et puis ici on vient témoigner de votre expérience de Dieu. On a entendu, voilà, vous avez côtoyé la mort dans la sphère familiale, aussi sur le front, et puis maintenant vous êtes confronté à la maladie et aux blessés, aux orphelins dans l'association. Est-ce que tout ça, en fin de compte, ça a raffermi votre foi? Quel est l'impact
en fait, de tout ce cheminement sur votre foi aujourd'hui, si vous devez un petit peu regarder en arrière? Je dirais que c'est une question un peu difficile. Ma vie de foi n'a pas été, si je prends une comparaison géologique, elle n'a pas été cristalline, elle a été sédimentaire. J'ai pas eu, je trouve que la création du diamant en une fraction de seconde était sédimentaire. Quand j'étais enfant, j'ai eu un bon catéchisme, j'ai été, comme je l'ai dit, bien entouré. J'allais à la messe, je pense que quand j'étais gamin, je priais pas beaucoup. Et puis progressivement, grâce à Dieu, aux gens que j'ai fréquentés, les catéchistes, les prêtres, des camarades. J'ai un camarade de prépa à la Flèche qui, tous les soirs, conduisait les complis. Après l'étude, à 21h, on descendait à la chapelle du Prytanée militaire et mon camarade animait les complis. On allait aux complis tous les soirs. Ça compte, hein, ça construit, c'est important. Et j'ai bénéficié aussi de prêtres. Beaucoup de prêtres ont compté dans ma vie. Les aumôniers militaires. Ça, c'est une grande grâce que l'on a dans le métier militaire, c'est que la République française nous offre un diocèse aux armées avec environ 200 aumôniers qui sont dans les régiments, dans les écoles, les bases, sur les bateaux, et auprès de nous quand nous sommes déployés aux quatre coins du monde. Et j'ai connu Donc, ils sont militaires de carrière avec vous Alors non, ils sont généralement détachés de leur diocèse, sur leur demande, pour un temps plus ou moins long qui peut durer très très longtemps, et donc ils deviennent militaires pendant le temps de leur statut, militaires sans porter d'armes, mais militaires pendant un certain temps. Ça, c'est vraiment... Donc ils vous accompagnent. Ils nous accompagnent, on les accompagne, on les voit au quartier, ils sont là, dans tous les événements de la vie du régiment, ils sont là, et ils nous accompagnent en opération, et ça, c'est vraiment très 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 précieux. Mais j'ai bénéficié aussi de prêtres formidables dans les paroisses où j'étais. J'ai eu la chance à Villebon-sur-Yvette, à Maurepas, dans les Yvelines, et puis maintenant, dans ma paroisse de Buxy, en Bourgogne, d'avoir des paroisses qui, je dirais, tirent vers le haut par la qualité de leur liturgie et tirent vers les autres par leur vie communautaire. Et ça, c'est une grande richesse dont j'ai bénéficié, qui a permis à ma vie de foi de progresser, et en particulier de mettre en place progressivement deux choses que, avec prudence, du haut de mes 65 ans, je conseillerais aux plus jeunes qui nous écoutent. C'est d'une part de mettre en place dans sa vie privée, un peu comme des moines, des rendez-vous réguliers avec la prière tous les jours. Alors, pas comme les moines, moins de fois et moins long, mais si on peut dire, voilà, je prierai 3 fois, 3 minutes par jour, le matin en me levant, à midi et le soir en me couchant, et je lâcherai jamais ces 3 minutes. Je crois que c'est le fait de dire je le fais parce que j'ai dit que je le ferai. Puis après, pendant 3 minutes, certains jours il ne se passe rien, des jours c'est intense, on passe un quart d'heure. Mais ça, c'est vraiment le conseil parce que c'est comme ça que progressivement, en mettant en place ces rendez-vous réguliers, j'ai approfondi ma relation avec le Christ. J'ai rendez-vous avec un ami, et c'est un rendez-vous, quand on donne rendez-vous à un pote pour boire un pot, on ne pose pas un lapin, sauf raison impérieuse. Donc voilà le conseil. Et puis l'autre conseil, c'est par la lecture, les conférences, les podcasts, etc., d'approfondir sa foi, notamment sur le plan culturel, savoir un peu qu'est-ce qu'est notre foi, de lire des bouquins. Il y a tellement de bonnes choses de fait de nos jours, sur Internet, des émissions, des bouquins, etc., qui répondent à des questions et qui permettent d'être un meilleur chrétien, non pas sur le plan de ses vertus, mais sur le plan intellectuel, et de pouvoir, peut-être, le moment venu, mieux répondre à des gens qui nous demanderont Jésus, qui est Jésus, et pourquoi tu crois à quoi? Et en fait, ça, moi, je me rends compte que quand j'avais 25 ans, j'aurais été bien embarrassé sur certaines questions. Je le suis encore sur d'autres, mais je crois qu'il faut creuser sa foi. En fait, je me suis rendu compte au fil de ma vie, que j'étais plus érudit dans certaines choses parfaitement profanes, des choses qui me passionnaient, que sur ce qui fait le cœur de ma vie, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. Donc je me suis dit, là, c'est pas bon ça. On ne peut pas en savoir moins de Dieu que de choses qui ont leur importance, mais qui ne sont que des activités terrestres. Merci beaucoup, Éric, pour votre témoignage. Eh bien, si vous aviez peut-être un dernier mot pour nos auditeurs,
Peut-être ceux qui candidatent pour Saint-Cyr maintenant, qui hésitent un petit peu dans un choix de carrière, quand on voit justement l'actualité globale où malheureusement la guerre touche encore beaucoup de pays. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes qui hésitent un petit peu et qui se cherchent dans leur vocation? Mais d'abord, d'approfondir, d'approfondir de manière intellectuelle, en creusant un peu, en se renseignant pour connaître la réalité du métier. Puis ensuite, d'approfondir par la prière, en disant Esprit Saint, qu'est-ce que je dois faire? Éclaire-moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ce métier est pour moi? Et puis après, quand même, d'oser un peu. Parce que, en fait, en matière de. Il y a plein de choix dans la vie, on ne les fait pas en ayant toutes les cartes en main. Il faut avoir un certain nombre de cartes, puis à un moment donné, on y va, on plonge, et puis ça se passe bien. Ça se passe bien, et donc s'il y a des jeunes garçons ou des jeunes filles qui se cherchent un peu quant au métier militaire, je leur dis, n'hésitez pas, foncez, vous allez faire un métier vraiment très gratifiant sur le plan humain. D'abord un métier qui a du sens, vous allez aider votre pays à rester le plus paisible possible. Et ensuite, dans l'exercice de ce métier, vous allez avoir des grandes gratifications humaines. Et ça, les gratifications humaines, dans ce bas monde, c'est ce qu'il y a de plus important. Merci pour ces belles paroles, mon général. On retiendra alors d'oser, plonger, mais de garder 3 minutes de rendez-vous minimum avec le Seigneur tous les jours. Merci, mon général. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Merci, mon général. Ce sont des témoignages comme le vôtre qui nous rappellent la puissance de la foi et la présence de Dieu dans notre quotidien, même dans les moments les plus difficiles. Chacun de nous traverse des moments de doute, de questions, mais aussi des grâces inattendues. Peut-être que le parcours de M. Margaille vous a parlé, vous a apporté un éclairage nouveau ou vous a inspiré. N'oubliez pas que dans chaque épisode de ce podcast, c'est une occasion d'ouvrir notre cœur à d'autres parcours, d'autres expériences de foi. Chacun nous rappelle à sa manière, en fin de compte, que Dieu agit dans nos vies, souvent de manière discrète, mais toujours profonde. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à le partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans Mon Expérience de Dieu, le club, le podcast qui nourrit et inspire votre foi à travers des témoignages. Merci.